prendra la parole dans la foulée de ma petite présentation. Je salue les journalistes présents, les sénateurs qui sont là, les députés. Un petit mot sur cette COP23, en essayant de la replacer dans l'ensemble du processus. Si j'essaie de résumer un tout petit peu les choses, dans un premier temps, la science nous a servi de boussole. D'ailleurs, elle continue à nous servir de boussole. Fort de cette boussole scientifique, à Paris, la communauté internationale s'est fixé un cap et un objectif. Reste maintenant, sans doute, ce qui est le plus difficile, c'est de tracer la route pour atteindre cet objectif et de surcroît définir les véhicules les plus adaptés pour arriver à ces objectifs dans les plus brefs délais. Si je me permets de commencer cette présentation par cette petite précision, c'est de comprendre que l'objet de la COP23, c'est bien d'essayer d'établir dans un processus de dialogue, le fameux processus dialogue de Talanoa, les méthodes, les moyens pour nous permettre maintenant, évidemment, de réaliser ces objectifs dans un contexte qui a au moins le mérite d'être clair, d'un ultime rappel à l'ordre de la communauté scientifique qui vient, pour ceux qui l'auraient ignoré, nous rappeler que la trajectoire des 2 degrés et a fortiori l'objectif de 1,5 degré en l'état, évidemment, n'est pas tenable sans une accélération et sans une remise à niveau des ambitions des différents pays. Il y a effectivement un décalage que nous ne pouvons ignorer entre les objectifs que nous nous sommes fixés et la réalité des trajectoires actuelles, ce qui évidemment rend nos chances de plus en plus réduites parce que la fenêtre d'opportunité est de plus en plus courte. Alors, est-ce une raison pour céder, comme certains y seraient tentés, à une forme de résignation ou à une forme de fatalisme? Non, je pense que c'est exactement contraire à ce que le président Macron lui-même a affirmé hier. Ça doit renforcer notre détermination, renforcer notre exigence pour rehausser nos ambitions. Ça rend d'autant plus pertinent un certain nombre de coalitions qui sont en train de s'établir. Et donc, c'est le mérite de la COP23, c'est de se mettre en ordre de marche pour que la prochaine étape, qui est probablement là une étape excessivement importante et un moment de vérité, la COP24, puisse permettre, sans attendre ce que le calendrier de Paris avait fixé, à certains États de mettre sur la table de nouveaux plans d'action et de nouvelles ambitions. La COP23, et je pense que ça a été le cas, c'est un moment de sursaut collectif parce qu'il y a toujours ce risque que le succès de la COP de Paris donne ce sentiment que l'essentiel a été fait et que le processus allait avancer comme un navire avec sa propre ère. Non, le mouvement est parti, mais les obligations que nous avons maintenant, c'est évidemment de changer de rythme, d'autant que, comme d'un fait exprès, mais malheureusement je pense que nous aurons ces rappels à l'ordre comme un principe de réalité qui s'impose à nous, chaque jour. Nous avons vu cet hiver un certain nombre d'événements qui nous montrent, si besoin, que nous ayons besoin de cette démonstration, que la nature, ne s'accommodera pas de notre lenteur. En tout cas, ce qui est important ici, c'est que pour la première fois, une COP a été dirigée par un petit État insulaire. Et le fait que les Fidji aient présidé avec le soutien et l'aide d'ailleurs très précieuse de l'Allemagne, je tiens à le signaler ici,
je pense, a permis de donner un écho aux exigences légitimes des pays insulaires, mais d'autres pays qui, pendant que le train du climat se met en marche, sont déjà durement frappés ou affectés par les conséquences des changements climatiques. Alors il y a deux mots d'ordre dans cette COP. Le premier mot d'ordre, c'est la mise en œuvre, car comme je l'ai évoqué, Paris est un plan de travail, mais c'est le début d'une mutation en profondeur de nos sociétés qui doit évidemment non seulement se poursuivre, mais surtout très rapidement. Et j'espère que 2018 sera ce grand coup d'accélérateur qui doit évidemment s'accélérer sur l'ensemble des fronts. Le deuxième mot d'ordre, c'est le mot ambition, car chacun a compris que c'est l'intérêt universel d'en faire plus. D'en faire plus parce que si nous ne faisons pas les choses à grande échelle, elles n'auront pas d'efficacité. Et si nous faisons les choses à grande échelle, je pense que pour ceux pour lesquels l'argument économique peut éventuellement prévaloir, c'est la seule manière de faire en sorte que ces investissements puissent être économiquement viables, acceptables et rentables. 3 ans après Paris, on devra, sans concession, et c'est l'objet du dialogue qui a été mis en œuvre ici, faire un premier bilan, notamment sur nos émissions de gaz à effet de serre, un bilan non pas forcément pour nous culpabiliser, mais pour nous responsabiliser, un bilan pour agir. Fidji porte une exigence que nous devons entendre et auquel nous devrons répondre, qui est celle de toutes celles et de tous ceux qui peuvent tout perdre, ça a été rappelé par le président Macron hier, à cause du dérèglement climatique. Cette exigence, on ne peut pas ne pas non seulement y répondre, mais y répondre dans le détail, dans la transparence et dans la précision. C'est la condition pour rétablir la confiance. J'espère d'ailleurs que, à cet effet, l'événement du 12 décembre à Paris pourra, notamment au niveau des financements et des moyens, y apporter un début de réponse. Pour ce qui concerne la France, dont j'ai à cœur que, après avoir eu un certain leadership, parce que ne nous accaparons pas l'ensemble du succès de Paris, parce que c'est un succès collectif, auquel les organisateurs des COP précédentes ont également contribué. Mais j'ai à cœur évidemment qu'après avoir joué un rôle important dans le partage du diagnostic, le constat, la mise en œuvre, enfin en tout cas le partage de la feuille de route, nous puissions garder une forme de leadership dans maintenant l'action et la mise en œuvre de nos propres contributions. Alors je ne vais pas vous rappeler, mais je ne vais pas m'en priver non plus, l'ensemble des dispositions que nous avons prises, mais complémentairement à des engagements que nous avions pris à la COP 21, nous avons nous-mêmes rehaussé nos niveaux d'ambition et j'espère que nous ne nous en tiendrons pas là. Comme vous le savez peut-être, actuellement est en discussion, d'abord à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, peut-être bientôt de nouveau à l'Assemblée nationale, une loi que l'on appelle la loi hydrocarbures. Je le dis parce que certains ont tendance à réduire cette loi à un symbole. D'abord, quand bien même cette loi ne serait qu'un symbole, le symbole est fort parce qu'il peut être contagieux et que surtout il pose une exigence de cohérence. Nous serons, si cette loi est adoptée, le premier pays à organiser, planifier la sortie des énergies fossiles, des hydrocarbures, qu'ils soient conventionnels ou non conventionnels. C'est une loi de cohérence parce que nous feignons parfois d'ignorer ce que les scientifiques nous ont dit. Si nous voulons avoir une chance réelle de gagner la bataille climatique, pardon de ce vocabulaire martial, mais les mots ont parfois un sens, il faut renoncer à exploiter 80% des réserves d'énergie fossile que nous avons sous les pieds. Et il me semble que plus nous tardons à organiser cet affranchissement des énergies fossiles, plus lourd socialement, économiquement, technologiquement, l'effort sera à faire. Donc que la France décide par cette loi d'interdire
à la promulgation de cette loi tout nouveau permis d'exploration d'hydrocarbures, qu'ils soient conventionnels ou non conventionnels, je pense qu'elle donne l'exemple et que quelque part mécaniquement à terme, ça signifie que sur notre territoire, nous mettrons également un terme à l'exploitation des hydrocarbures. Dans la même veine, nous avons décidé la fin de l'utilisation du charbon dans la production d'électricité au plus tard en 2022. Nous avons dans le plan climat également programmé la fin de la vente des voitures qui émettent des gaz à effet de serre d'ici 2040. Très souvent, on me demande à quoi bon faire ça tout seul pour un sujet qui est universel. Eh bien, j'observe pour ce qui concerne la fin de la vente des véhicules qui émettent des gaz à effet de serre, depuis que nous avons pris cette décision, qui est pourtant assez récente, d'autres grandes nations, et pas les moindres, le Royaume-Uni, l'Inde, ont pris les mêmes dispositions, parfois même avec un agenda plus serré que le nôtre. Je dis ça notamment par rapport à la loi hydrocarbures, dont on me demande souvent et on m'interpelle pour me demander à quoi bon le faire tout seul. Je ne doute pas que d'autres pays prendront le même chemin que nous. Et puis, ça a été évoqué dans l'intervention du président français hier, nous allons continuer sur l'augmentation de la trajectoire du prix carbone, et la France aussi, évidemment, sera en pointe pour que l'Europe elle-même se mette d'accord sur un prix plancher du carbone. Vous avez entendu hier le président parler de 30 € la tonne de carbone, qui nous permettrait d'ailleurs, si l'Europe se dote d'un tel instrument, peut-être de mettre aux frontières de l'Europe une taxe pour permettre évidemment de mettre nos entreprises dans une forme d'équité. Nous avons, comme d'autres pays européens, et notamment suite à une réunion que nous avons hier matin sous la présidence du commissaire Cañete, la France a confirmé une ratification rapide de l'amendement de Doha qui contient nos engagements jusqu'en 2020, comme vous le savez, qui n'avait toujours pas été ratifié, qui est la suite du processus de Kyoto. Et puis ce matin même, à l'initiative du Royaume-Uni et du Canada, nous avons rejoint une coalition en cohérence avec nos propres engagements qui vise à nous débarrasser définitivement du charbon. Voilà, nous allons évidemment travailler avec notre partenaire allemand, mais nos partenaires européens, à un relèvement de l'ambition de l'Europe pour mettre nos objectifs en conformité avec l'accord de Paris. Évidemment, nous souhaiterions que ce relèvement de l'ambition soit annoncé dans les délais les plus courts pour ne pas être en décalage entre ce que la science nous dit d'un côté et la réaction politique de l'autre. À Bonn, on a pu vérifier quand même tout ce que l'accord de Paris, et c'est bien de, comme on le dit dans notre jargon, de le cranter pour ne pas non plus désespérer, a déjà rendu possible. Il ne vous aura pas échappé que de nombreux pays, mais tout autant de villes ou d'États se sont engagés, eux aussi, vers la neutralité carbone qui correspond, comme vous le savez, à l'objectif incontournable pour respecter l'accord de Paris. La France, suivi la Suède, la Norvège, le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande. Je l'évoquais tout à l'heure sur la voiture zéro émission. Effectivement, le Royaume-Uni, l'Inde et d'autres grandes métropoles ont suivi, puisque 12 grandes métropoles ont annoncé vouloir interdire les voitures essence et diesel d'ici à 2030. Et la Chine, elle, comme vous le savez, vise un développement massif des véhicules électriques. Et d'ailleurs, Renault s'est associé avec Dongfeng pour construire des usines dédiées à la voiture électrique. Dans le même temps, nous avons engagé une discussion avec nos partenaires allemands sur le stockage électrique pour les véhicules, pour que l'Europe puisse aussi répondre à cet investissement nécessaire. L'Inde, qui par ailleurs, comme d'un contraste un peu malheureux, vit dramatiquement actuellement un accès de pollution, vise également à 100% de véhicules électriques en 2030, et de nombreux pays dans la foulée, eux, sont en train, et d'entreprises, de se désengager du charbon. Le Canada et le Royaume-Uni, je l'ai dit, se sont lancés donc dans cette coalition. L'Italie
contre le charbon, l'Espagne, les Pays-Bas et d'autres pays sont en cours d'adopter également des objectifs de sortie du charbon. Pour la première fois depuis plus de 100 ans, le Royaume-Uni a fonctionné une journée, ce qui prouve que c'est possible, sans charbon en 2017. Dans le même temps, et comme non pas d'un fait exprès, mais simplement parce qu'on voit bien que le désinvestissement carbone est à l'œuvre. Le coût des énergies renouvelables sont en baisse continue. Qui aurait pu d'ailleurs confirmer, prévoir cela il y a encore quelques années? Et comme le montrent les récentes études de l'Agence internationale de l'énergie, 170 gigawatts d'énergie renouvelable ont été en 2016 contre 60 pour le charbon ont été installés. On installe aujourd'hui, pendant la COP 23, 2 fois plus de renouvelables que d'énergie fossile pour la production d'électricité. En Europe, certains appels d'offres pour l'éolien en mer se sont conclus maintenant par un prix qui rend désormais inutiles les subventions publiques. Alors pour terminer, où nous en sommes des négociations? D'abord, il faut quand même reconnaître que dans cette COP, il y a des acquis. Premier acquis, c'est sur l'organisation justement du dialogue de Talanoa. Ça n'était pas si évident il y a encore quelques jours de cela. Il y a des acquis, et je m'en réjouis tout particulièrement, sur la plateforme des peuples autochtones. Et il y a des acquis également sur la prise en compte du genre dans les questions climatiques. Alors évidemment, il reste quand même quelques sujets sur la table, notamment sur les finances, mais nous pouvons faire confiance à la présidence fidjienne pour avancer sur ce sujet. Et puis ce qui n'aura pas été clarifié, eh bien, nous espérons que l'événement du 12 décembre à Paris, sur ce sujet du financement, pourra prendre le relais, là également avec une exigence de précision et de créativité. Voilà. Je répondrai à vos questions tout à l'heure. Je laisse simplement la parole au ministre Stéphane Travert, et puis après je reviendrai au micro. Bien. Madame la vice-présidente de la Commission des affaires du développement durable, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, je voudrais à mon tour saluer mon collègue ministre Nicolas Hulot, me féliciter de ce point de presse commun dans ce beau rendez-vous que constitue la COP 23 aujourd'hui à Bonn, organisée par les îles Fidji. Ce point de presse conjoint, il montre bien à quel point nous sommes pleinement mobilisés dans un dialogue constant pour répondre de manière cohérente à l'ensemble des défis de notre temps. Et en premier lieu, le défi climatique. Afin de respecter les engagements, nos engagements, pris par l'ensemble de la communauté internationale dans le cadre de l'agenda 2030 et de l'accord de Paris, et qui sont de notre responsabilité, il nous faut aujourd'hui répondre simultanément à l'ensemble des enjeux. Les enjeux climatiques, les enjeux de sécurité alimentaire et plus largement les enjeux de la durabilité, y compris le maintien de la biodiversité. Et à cet égard, moi je veux saluer les avancées concrètes qui ont eu lieu ces 2 semaines dans les négociations et en particulier l'adoption du projet de décision de COP sur l'agriculture. Ce projet reconnaît les vulnérabilités claires, identifiées de l'agriculture face au climat, les enjeux de sécurité alimentaire et nutritionnelle, et lance ici une série de chantiers thématiques sur les questions aussi importantes que celles des sols agricoles, que la fertilisation azotée, la gestion des élevages. Et cela montre bien que les solutions qui sont portées par le secteur agricole commencent aussi à être largement reconnues par l'ensemble des pays au sein de la Convention climat. Et je crois que c'est une excellente nouvelle pour nous tous. Parce que nous devons être convaincus les uns et les autres d'une chose, c'est que le secteur agricole, comme le secteur forestier, est porteur à la fois de solutions durables et innovantes face à l'ensemble de ces enjeux. Et pour cela, c'est une agriculture multiperformante
que nous devons mettre en place. Une agriculture performante sur le plan économique, sur le plan environnemental, sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan social. Cela demande d'apporter, de développer des approches qui offrent des solutions intégrées, qui sont adaptées à nos territoires, bref, des solutions gagnant-gagnant. Et il nous faut engager aujourd'hui la transition vers des systèmes alimentaires résilients, durables. Et c'est à ce titre que je suis intervenu aujourd'hui avec plusieurs ministres et la FAO lors d'un événement officiel visant à promouvoir l'agroécologie. C'est aussi dans cet esprit que la France soutient l'initiative 4 pour 1000 des sols pour la sécurité alimentaire et le climat, qui a pour but ici d'encourager des pratiques durables qui permettent une meilleure séquestration du carbone dans les sols, ce qui assure de meilleurs rendements, améliore la résilience des cultures et contribue également à la sécurité alimentaire. Il faut s'assurer aussi de l'adhésion de l'ensemble des acteurs pour relever tous ces défis. En premier lieu, les agriculteurs eux-mêmes. Sans les agriculteurs, rien n'est possible. Le secteur de l'élevage en particulier s'est engagé dans une dynamique de progrès que la Confédération nationale de l'élevage a souhaité partager lors d'un événement sur le pavillon France qui avait lieu juste avant ici. Et moi, je veux me féliciter de ces efforts qui méritent d'être encouragés, soutenus, approfondis. Il y a encore du travail et je sais qu'ils sont mobilisés sur ces questions et donc nous devons ensemble porter ces sujets et continuer à aller de l'avant. Les entreprises se mobilisent également dans cette COP, à l'instar de Danone qui s'engage sur la question des sols agricoles. Comme en a témoigné son événement organisé ce matin, il y a de l'espoir dans le sol. Nous sommes également très heureux que le groupe Danone puisse nous rejoindre au sein de l'initiative 4 pour 1000, des sols pour la sécurité alimentaire et le climat. C'est important parce que ces entreprises, elles sont prescriptrices de changement et certaines d'entre elles d'ailleurs font des efforts très importants pour améliorer constamment leur propre manière de produire. La société civile aussi et les consommateurs sont aussi des maillons essentiels et il est important de prendre en compte leurs attentes et de travailler avec eux. Et c'est pourquoi je souhaite continuer à entretenir ce dialogue fructif, constant, de travail avec eux. Et toutes ces dynamiques, mesdames et messieurs, elles sont positives. Elles sont positives et elles sont décisives pour accompagner les transitions de nos systèmes alimentaires et elles nécessitent la mobilisation de chacun. C'est parce qu'il est lui aussi convaincu de la force de l'engagement collectif que le président de la République française a lancé les États généraux de l'alimentation qui associent l'ensemble des parties prenantes. Parce que ce n'est qu'ensemble, dans le dialogue, l'écoute mutuelle, le respect, la concertation, que nous pourrons relever les défis que je viens d'évoquer. Le président Emmanuel Macron a tracé une feuille de route. Elle est claire. Il l'a tracée le 11 octobre dernier à Rungis lors de la restitution des premiers ateliers du premier chantier et comme vous le savez, tous les acteurs ont été encouragés à poursuivre leur engagement et leurs travaux. Il y a 2 jours, mardi 14 novembre, les représentants des acteurs de la production, de la coopération agricole, des entreprises de l'alimentaire et de la distribution ont signé une charte d'engagement pour une relance de la création de la valeur et pour son équitable répartition au sein des filières agroalimentaires françaises. Et cette charte, elle vise à confirmer les principaux éléments de consensus qui sont issus des ateliers nationaux du premier chantier. Et je vous donne rendez-vous en décembre pour partager les résultats de nos travaux communs parce qu'il est essentiel qu'ils soient cohérents avec nos engagements qui ont été pris à Paris et les objectifs de développement durable. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce volet agricole. J'ai eu beaucoup de plaisir à participer à ces différents ateliers aujourd'hui à Bonn dans le cadre de cette COP 23. Ce que je sais, c'est que collectivement, nous pouvons beaucoup. Seuls, nous ne pourrons pas tout, ou pas grand-chose. En tous les cas, nous avons besoin de nous constituer une task force. Nous avons besoin d'alliés. Nous avons besoin de définir ensemble comment nous allons aborder cette transition énergétique sur nos territoires. Comment
nous allons envisager ce que sera notre agriculture de demain. Parce que les agriculteurs, vous le savez, mesdames et messieurs, ils sont à la fois les premières victimes du changement climatique, mais ils peuvent aussi en être les premiers acteurs de la transition. Et donc nous avons besoin avec eux de construire ces trajectoires. Et c'est cela aussi, à travers un certain nombre d'innovations que nous sommes venus saluer, que je souhaitais être ici aujourd'hui, parce que l'agriculture a un rendez-vous important et des défis majeurs sur lesquels elle devra travailler et reposer le métier. Merci de votre attention. Merci Stéphane. Avant de passer à quelques questions pour conclure cette conférence, je voudrais revenir un instant sur le plan climat français. Profiter de l'occasion qui nous est donnée ici à Bonn. Je l'avais annoncé lorsque j'ai lancé mon plan climat. Je voudrais lancer ici le premier budget participatif de la France en partenariat avec l'ADEME et l'Agence française de la biodiversité. En fait, c'est une première. Ce budget qui doit permettre, pour une fois, aux citoyens de participer à la mise en œuvre de l'accord de Paris en soutenant des projets qui vont être construits par les Français. Et en fait, de quoi il s'agit? C'est assez simple. D'habitude, c'est l'État, mon ministère ou ses agences qui choisissent les projets dans lesquels on investit. Ben là, pour une fois, nous avons réservé 3 millions d'euros pour des projets que les citoyens vont proposer et mettre en œuvre. Et ces projets, ils seront également choisis par les citoyens. Voilà, c'est une première. Je trouve que c'est une initiative intéressante. On en tirera des leçons. Car nous sommes conscients que l'accord de Paris ne sera efficace que si chacun y prend sa propre contribution. Donc ce premier budget participatif que nous lançons à l'instant, il s'appelle Mon projet pour la planète. Les citoyens peuvent présenter des projets dans 3 domaines: l'économie circulaire, l'énergie et la biodiversité. Et en avril 2018, les projets seront soumis, donc, comme je l'ai évoqué, à un jury citoyen, soumis au vote de tous, et les projets sélectionnés seront présentés en mai 2018. C'est une démarche innovante qui place le citoyen au cœur de l'action. Et le site pour concourir à ce projet, c'est le site, je vais le retrouver tout de suite. C'est là qu'on voit qu'avec M. Travers, nous sommes complémentaires. Donc, monprojet pour la planète.org.fr. Ben voilà, il suffit que je me retourne. Voilà. Merci, c'est la fatigue de cette COP, mais que je pense auquel vous avez également souscrit. Voilà, je vous laisse maintenant pour quelques questions. Je vais m'asseoir à côté de Stéphane et on allait... Les micros arrivent. Bonjour, Anne-Laure Barral de France Info. Vous avez dit, Monsieur Travers, que vous aviez participé à des événements autour de l'initiative 4 pour 1000. Parmi les organisations professionnelles, il y en a qui portent comme solution pour capter plus de carbone dans les sols l'utilisation de glyphosate. Que pensez-vous de cette solution si aujourd'hui la priorité c'est la lutte contre le réchauffement climatique? Effectivement, ça fait partie des solutions qui peuvent être portées. Et aujourd'hui, je pense que l'on peut continuer à défendre cette initiative du 4 pour 1000, bien sûr, et essayer de regarder comment nous pouvons à la fois diminuer et se passer de l'utilisation de ce produit. Et je ne vois pas en quoi le 4 pour 1000 serait divergent par rapport à une sortie définitive de ce produit. Il faut travailler sur l'aménagement de nouvelles pratiques agronomiques, travailler sur les transitions. Mais ce que j'ai vu ce matin, c'est que nous avons un certain nombre de pays qui sont engagés sur la séquestration du carbone, sur la fertilité des sols. Et c'est ce qui garantit aussi cette sécurité sanitaire et cette sécurité alimentaire. C'est ce que je retiens, moi, sur ce beau projet que la France avait lancé en 2015 et sur lequel nous souhaitons continuer à nous investir. Et il y aura du travail à faire. Et c'est pas facile, bien évidemment. Il faudra modifier, transformer
un certain nombre de pratiques agronomiques, mais continuer à travailler sur cette séquestration du carbone et nous mobiliser pour faire en sorte que, à la fin des fins, le rendez-vous, ce soit la sécurité alimentaire qui soit ici notre objectif prioritaire, et puis aussi le développement rural. Oui, bonjour, Agnès Sinaï pour Actu Environnement. J'aurais voulu connaître la position de la France sur le volet pertes et dommages. Moi, je sais que la France ne négocie pas toute seule, que c'est l'Union européenne qui porte la voix, mais il semblerait que ce volet très attendu tombe un petit peu en déshérence ici à Bonn. Et puis une autre question à Monsieur Travers. Concrètement, quels sont les soutiens que vous allez proposer à l'agriculture biologique? Quelle est la position de la France sur la réforme de la politique agricole commune? Est-ce que vous pourriez donner des exemples concrets des formes d'agriculture résiliente que vous entendez soutenir et dans quel cadre? Est-ce que ce sont toujours des initiatives volontaires ou est-ce qu'il y a un cadre politique qui va vraiment s'établir? Merci. Très bien. Sur la notion de perte et dommages, dont effectivement, et je pense que le fait que les Fidji président cette COP explique que cette exigence ou que ce souhait remonte à la surface, mais gardons à l'esprit que ça a été très très bien défini dans l'accord de Paris. Et donc il y a des règles qui ont été établies pour que cette notion puisse être discutée. Elle remonte en surface ici aux Fidji. Personnellement, ça ne me choque pas, donc les discussions sont engagées. Et je pense que, compte tenu des événements auxquels sont confrontés, et d'une manière de plus intensive et multiple, un certain nombre d'États, il est normal que cette question soit posée. Il sera, de me semble-t-il, d'autant plus normal qu'à un moment ou à un autre, on y apporte une réponse. Mais ça va de pair avec cette exigence que l'on doit également entendre, et nous, la France, c'est cette volonté que l'on mette à parité l'atténuation et l'adaptation. Et de ce point de vue-là aussi, y compris pour notre pays, nous avons du travail, parce que nous avons souvent mis nos investissements prioritairement sur l'atténuation, et je pense que ça vaut aussi pour nos banques de développement. Il faut que nous allions vers un rééquilibrage. Oui, pour répondre à vos deux questions, madame. D'abord, sur la PAC. Il ne vous a pas échappé que nous sommes en train de travailler sur, d'abord, ce que sera le cadre financier pluriannuel de la PAC. Et je vais vous renvoyer, et vous serez certainement invité, à la conférence nationale que nous organisons sur la PAC le 19 décembre prochain, où nous aurons l'occasion, à ce moment-là, de porter notre ambition pour la PAC et d'avoir aussi des échanges avec l'ensemble de nos interlocuteurs, puisque nous allons inviter nos partenaires européens. Et nous avons besoin de ces partenaires pour défendre une PAC qui soit plus juste, une PAC qui soit plus lisible, une PAC qui porte des filets de sécurité et une PAC qui soit efficace pour l'ensemble de nos agriculteurs. Redonner de la lisibilité, de la simplicité dans l'utilisation aujourd'hui et la compréhension même des outils de la PAC. Alors, aujourd'hui, nous travaillons bien évidemment sur ce que nous voulons à l'intérieur de la PAC, mais nous ne travaillons pas tout seuls. Nous travaillons aussi avec nos voisins européens. Nous travaillons avec l'Allemagne, nous travaillons avec l'Espagne notamment, avec l'Italie, avec d'autres pays pour essayer de porter des positions communes que nous pourrons mieux défendre, parce que c'est l'intelligence collective qui parlera, tout en préservant aussi ce qui fait notre spécificité. Et d'ailleurs, je vous renvoie au budget que nous avons défendu, le budget sur l'agriculture que nous avons défendu dans le PLF. Il avait affiché 3 priorités. La PAC, maintenir un budget PAC parce que c'est important, parce que c'est une question symbolique, parce que nous en avons besoin pour soutenir nos modèles agricoles. Et puis il y avait la formation et la sécurité sanitaire. Donc nous travaillons aujourd'hui dans ce domaine pour affiner des propositions. Par exemple, moi je souhaiterais que dans la PAC, demain, on puisse aussi financer un certain nombre de soutiens collectifs.
Vous avez des CUMA qui existent aujourd'hui, par exemple, sur le territoire. Il y a des investissements collectifs qui sont faits. Pourquoi la PAC ne viendrait pas cofinancer un certain nombre ou financer un certain nombre d'outils collectifs qui sont pris aujourd'hui par exemple, dans les réseaux CUMA. Ce sont des pistes de travail sur lesquelles nous essayons de porter parce que c'est ce qui permet aussi cette résilience que nous appelons de nos voeux. Et puis sur l'agriculture biologique, les choses sont claires. La feuille de route du président de la République, elle est claire. 50% de produits bio ou issus de filières courtes ou issus de produits d'appellation dans la restauration collective à l'horizon de 2022. Voilà une feuille de route et un calendrier qui sont clairs. Augmentation de 6 à 8% des surfaces cultivables en bio à l'horizon de 2022. Et croyez-moi, si je peux dépasser l'objectif des 8%, je ne m'en priverai pas. Et pour ne pas m'en priver, qu'est-ce que nous faisons? Nous travaillons sur l'aide à la conversion. Nous avons besoin de faire en sorte que des agriculteurs, demain, puissent se convertir sur le bio parce qu'il y a une demande sociale qui est forte. Parce que cette demande, eh bien, nous devons y répondre. Parce que c'est une demande des consommateurs. Et dans le même temps, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons de l'incitation financière. Dans le PLF, nous allons travailler sur un crédit d'impôt. Crédit d'impôt qui va augmenter de 1 000 €, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien, qui va permettre aussi à tous celles et ceux qui sont en bio aujourd'hui de pouvoir bénéficier de ce crédit d'impôt. Et puis j'avais parlé à une période d'un fonds spécifique pour la bio. Et ça fait partie des discussions que je mène actuellement pour voir comment nous pourrions organiser ce fonds de manière à pouvoir travailler avec des filières qui sont émergentes. Il y a plein de petites filières aujourd'hui, plein d'agriculture innovante en bio aujourd'hui que nous devons soutenir. Certaines, c'est le marché qui y répond. Un certain nombre de productions, de cultures sont soutenues par le marché parce que la demande est forte. Mais il y en a d'autres parce qu'elles sont trop méconnues encore, ou qu'elles n'ont pas pu prendre le pli d'une bonne segmentation ou du bon marketing, je dirais, ont besoin d'être soutenues. Et à travers ce que nous souhaitons faire, c'est pouvoir développer ces pratiques et ces cultures. Voilà ce que nous faisons sur l'agriculture biologique. Et bien évidemment, ces efforts, ils seront poursuivis et ils correspondent pleinement à la feuille de route inscrite par le président de la République. Et cette feuille de route, elle est unique et c'est celle que tout le gouvernement porte. Là, au milieu, s'il vous plaît. Oui, Simon Roger, pardon, Le Monde. 2 questions rapides. Est-ce qu'il est possible d'en savoir un peu plus sur l'annonce faite par le président de la République hier concernant le GIEC et l'aide de la France et de l'Europe? Justement, est-ce que on connaît déjà un petit peu la pondération? Est-ce que c'est la France seule, la France et l'Union européenne? Et selon quel montant éventuellement? Donc la France pourrait subvenir, donc plutôt compenser la perte de subventions américaines. Et une question un peu plus large, Nicolas Hulot, vous parliez du mot d'ordre de l'ambition. Cette COP est placée sous le signe de l'ambition. Est-ce que la décision, il y a quelques jours, donc côté français, en tout cas l'annonce de dire que l'objectif de réduire le nucléaire de 75 à 50% ne pourrait pas être tenu, en tout cas à l'horizon 2025, est-ce que ce n'est pas un coup de canif donné à l'ambition française en matière climatique? Non, pour répondre à ça, c'est au contraire un coup de pouce, plus qu'un coup de pouce d'ailleurs. Parce que c'est une chose de se fixer un objectif et de le poser comme un trophée sur un coin de table pour découvrir, quand on est quasiment en butée du calendrier, qu'on n'a pas fait quoi que ce soit pour le mettre en œuvre. Donc la grande différence, c'est que là, justement, on va imprimer un mouvement et on va se mettre en situation de réaliser cet objectif. Donc c'est pour ça que je n'ai pas souscrit à l'interpellation de mes camarades d'ONG qui considéraient que c'était un recul. Je pense qu'au contraire, on passe d'une situation qui était figée à une volonté, une mise en œuvre et une dynamique qui va nous mener d'une manière rationnelle, réaliste, faisable, mais déterminée vers une première étape qui nous amènera à 50% de nucléaire dans la production électrique. La raison pour laquelle j'ai assumé et j'ai pris cette décision,
qui ne m'a pas été imposé. C'est que j'ai 4 objectifs dans mes objectifs énergétiques. Et les 4 sont indissociables. Et si je m'étais, comment dire, astreint à tenir le calendrier de 2025, je compromettais les autres objectifs. Et sauf à une brutalité sociale, c'est-à-dire fermer entre 17 et 25 réacteurs dans un laps de temps qui est incompatible avec l'idée que je me fais du dialogue social. Sauf à renoncer à fermer les centrales à charbon en 2022. Sauf à envisager la réouverture de centrales thermiques. Chaque esprit objectif savait que cet objectif en l'état n'était pas tenable, encore une fois, sauf à abandonner les autres objectifs. Donc je conserve les 4 objectifs, mais la grande différence, c'est que je les mets en œuvre sur un plan social, sur un plan économique, sur des critères de sûreté. C'est ce que nous allons faire pendant la programmation pluriannuelle de l'énergie, à laquelle nous allons associer les ONG, les partenaires sociaux, et nous sortirons à l'issue de cette programmation pluriannuelle avec un plan très précis des réacteurs que nous devrons fermer, car nous allons fermer des réacteurs et que l'objectif sera tenu. Alors, dans la loi, on parlait de l'horizon 2025, pardon. Et je sais que cet horizon, la date de 2025, pour les raisons que je viens d'évoquer, n'était pas tenable. Et on va regarder le délai le plus court de report, mais ce délai se fera sur des critères réalistes, encore une fois, en ne sacrifiant aucun des autres piliers. Simplement, sur le GIEC, pour avoir rencontré ce matin le président du GIEC, qui, suite à l'intervention du président Macron, a retrouvé le sourire. Parce que nous allons lui amener de la stabilité. Le GIEC dispose de très peu de moyens et passer plus de temps, ces temps derniers, à essayer de stabiliser son économie qu'à faire son travail régalien dont nous avons évidemment besoin. Donc la France va contribuer à combler le trou qui a été occasionné par le retrait américain, qui est un trou de l'ordre de 7 millions d'euros par an. Donc la France précisera très rapidement à quelle hauteur, et elle profitera de la prochaine séance plénière du GIEC qui aura lieu à Paris au printemps pour mobiliser les autres États afin de stabiliser sur la durée et de faire en sorte que le préjudice occasionné par le retrait américain soit comblé. Et il m'a semblé que le président du GIEC, qui vous le confirmera vous-même, est totalement rassuré de ce point de vue, car suite à l'intervention du président Macron hier, d'autres États sont venus faire des promesses identiques au président du GIEC. Et comme je le disais tout à l'heure, le GIEC est une boussole sans laquelle nous serions tous ici, évidemment, dans un désarroi profond. Malheureusement, nous devons vous quitter à ce stade. Merci beaucoup de votre attention.